Le mont Etna a toujours été un géant vivant, imprévisible, ancien et étudié jusqu'à l'épuisement. Mais ce qu'il a libéré cette fois défie tous les fondements de la volcanologie. L'éruption n'était pas de feu rouge, mais d'un blanc aveuglant, comme un éclat né du cœur d'une étoile. La montagne n'a pas rugi, elle a vibré. Un bourdonnement profond, continu, que les instruments ont enregistré à 7,4 Hz, la même fréquence que celle des éclairs et des plus profonds tremblements de la Terre. Lorsque la première colonne a émergé, les satellites ont détecté une interférence électromagnétique s'étendant sur des centaines de kilomètres. Les communications au-dessus de la Sicile se sont effondrées. Les drones se sont figés dans les airs, leurs circuits fondus. Et depuis le cratère, ce flux lumineux s'est écoulé. Un courant de lumière liquide, avec des pulsations ultraviolettes invisibles à l'œil humain, mais suffisamment puissantes pour déclencher les alarmes de tous les appareils de terrain. Les scientifiques s'attendaient à trouver du basalte. Ce qu'ils ont découvert ne figurait dans aucun registre. Des structures cristallines, suspendues dans un plasma fluide, émettant des rafales de rayonnement gamma de faible intensité. Certains chercheurs l'ont comparé à du verre métallique. D'autres ont affirmé qu'il se comportait comme un composé organique s'adaptant à la chaleur. La vérité était pire. Il n'appartenait à aucun matériau connu sur Terre. À la tombée de la nuit, le champ magnétique de l'Etna devint erratique. Les boussoles tournaient sans contrôle. Les pentes sud se fracturèrent en fissures symétriques qui émettaient une faible lueur bleue, formant un motif si précis qu'il semblait conçu. Les sismologues ont suggéré que le volcan était en train de se reconstruire intérieurement, comme s'il réorganisait sa propre anatomie. Dans le laboratoire mobile, un technicien plaça le premier échantillon sous lumière ultraviolette. Le fragment se mit à pulser, lentement d'abord, puis de plus en plus vite, se synchronisant avec l'activité sismique enregistrée à plusieurs kilomètres sous terre. Pendant qu'il prenait les mesures, les instruments devinrent incontrôlables. Température, magnétisme, radiation, toutes les valeurs se déplaçaient au même rythme. Quelque chose sous l'Etna répondait. Puis vint le signal. Pendant exactement 12 secondes, tous les capteurs sismiques de la région enregistrèrent un motif harmonique, comme un message résonnant à travers la pierre. Certains l'écartèrent comme une coïncidence, d'autres parlèrent de résonance, comme si la Terre elle-même essayait de communiquer. Le volcan le plus actif du monde était devenu autre chose, un transmetteur, un moteur, ou un avertissement que nous ne comprenons pas encore. L'échantillon brille encore aujourd'hui, scellé derrière 3 couches de verre plombé, battant doucement, comme s'il se souvenait. Quoi qu'il se soit éveillé sous l'Etna, cela continue de bouger. Commente énergie. Si tu crois que la Terre n'est plus seulement vivante, mais consciente. Les lectures de rayonnement gamma se sont de nouveau affolées. Et cette fois, elles ne sont pas redescendues. Au laboratoire de l'INGV à Catane, les techniciens manquaient d'explications. Le fragment de l'Etna ne se comportait comme rien de connu. Les tests standards, radiométrie, analyse thermique, diffraction des rayons X, ne faisaient qu'ouvrir plus de questions. Chaque instrument confirmait la même chose. Le matériau n'appartenait à aucune catégorie existante. Lorsque le spectromètre de secours entra en ligne, les valeurs ne se répétèrent pas, elles s'amplifièrent. Le bruit de fond du laboratoire monta comme la statique avant un orage. Les équipements commencèrent à bourdonner, répondant à une fréquence qu'aucune oreille humaine ne pouvait percevoir. Il ne s'agissait plus de sa composition. Il s'agissait de son comportement. Le fragment n'était pas inerte, il était actif. L'équipe de la docteure Bernardi fit monter la température au-delà de 1600 degrés Celsius. Le fragment ne fondit pas, il brilla, réfractant la lumière en bandes spectrales impossibles, bleu, violet et ultraviolet, dansant sur le verre de confinement, laissant des traces ionisées dans l'air. Quelqu'un, d'une voix tremblante, plaisanta en disant que la roche respirait. Personne ne rit.
En tentant de mesurer sa structure interne, les ordinateurs se figèrent. Ils ne s'éteignirent pas, ils attendirent. Pendant 5 secondes, tout le réseau du laboratoire resta suspendu. Puis il reprit, mais avec les horloges désynchronisées. Les enregistrements ne montraient qu'une ligne plate, suivie d'un pic solitaire marqué 000000. Un redémarrage, une impulsion. Cette nuit-là, tandis que Catane dormait, une vibration subtile parcourut le sol du laboratoire. Aucun sismographe régional ne la détecta, mais tous les capteurs internes clignotèrent simultanément. Le fragment brilla plus fort, puis s'éteignit lentement. Certains crurent qu'il réagissait à la Terre elle-même, non comme un objet passif, mais en synchronie avec elle. Le lendemain matin, l'Agence spatiale européenne confirma une autre découverte. Une anomalie électromagnétique transitoire avait été enregistrée au-dessus de la Sicile, exactement à la même heure. Une impulsion, brève, précise, centrée juste au-dessus de l'Etna. Personne ne put l'expliquer, mais tous comprirent le message implicite. L'Etna avait franchi un seuil. Il ne se contentait plus d'entrer en éruption. Il était en train de changer. Certains parlèrent d'un phénomène géochimique inédit, d'autres de matériaux du manteau formés sous des pressions impossibles. Mais les données indiquaient quelque chose de plus troublant. Le fragment semblait s'auto-organiser, se comporter comme s'il suivait un schéma, une intention. Lorsque la docteure Bernardi scella son rapport final, elle écrivit une phrase hors du protocole. « Si la Terre peut générer cela, alors notre définition de la géologie ne tient plus. » Aujourd'hui, le fragment reste conservé dans une unité de confinement magnétique sous le laboratoire de l'INGV. Il pulse encore, faiblement. Commente Résurrection. Si tu crois que la planète ne fait pas que changer, mais qu'elle se réveille. Elle signala l'anomalie et téléversa les données brutes sur le serveur central, déclenchant une alerte urgente parmi les équipes scientifiques de toute l'Europe. En quelques heures, 3 laboratoires, Catane, Berlin et Paris, travaillaient en coordination ouverte, chacun détenant une partie du même mystère. Au GFZ de Berlin, l'équipe du docteur Félix Krüger avait soumis les résultats à la spectrométrie de masse à plasma, à couplage inductif. Les valeurs étaient impossibles. Des éléments traces, yttrium, cérium et un pic inhabituel de lanthanide apparaissaient à des concentrations typiques, non de la croûte, mais du manteau profond. D'abord, ils accusèrent la contamination, puis l'instrument. Mais lorsque les tests de contrôle restèrent stables, il ne resta qu'une hypothèse inquiétante. Le matériau n'était pas entièrement terrestre. À Paris, le groupe de la docteure Élodie Marchand utilisa la spectroscopie Raman et découvrit quelque chose d'encore plus étrange. Des structures cristallines semblant se réorganiser légèrement à chaque balayage. Un réseau atomique vivant, changeant. C'est comme si le matériau refusait d'être défini, murmura Marchand lors d'un appel nocturne, sa voix tremblant dans la statique. Les visioconférences devinrent tendues. Des graphiques et des spectres remplissaient les écrans. Catane insistait. Aucune correspondance terrestre ni synthétique. Berlin répondait avec des rapports élémentaires, défiant tout processus connu du manteau. Paris demandait une pause avant toute déclaration publique. Mais sous la tension, une autre émotion perçait. Un mélange d'émerveillement et de peur. L'impression que la science faisait face à une frontière qu'elle ne savait pas franchir. Le vendredi, l'INGV publia un bulletin technique. Son ton était prudent, presque bureaucratique. Les analyses préliminaires ne montrent aucune correspondance avec les bases de données ignées connues. Une révision externe est recommandée. Cependant, parmi les analystes circulait une rumeur. Les proportions isotopiques ne correspondaient à aucun motif géologique terrestre. Pendant ce temps, la vie au pied du volcan continuait, mais marquée par l'incertitude. À Zaferana Etnea, la famille Rousseau faisait ses valises entre cris et notifications. Les alertes de la défense civile résonnaient dans la vallée.
avertissant du risque de nouveaux écoulements et glissements de terrain. La mère, Carmela, rangeait vêtements et documents dans la voiture, aux côtés du vieux livre de prière de son père. Les petits voulaient emmener le chat. L'aînée, Julia, refusa de partir. Elle resta sur le balcon, observant la lueur qui tremblait sur la pente. Pour elle, l'Etna faisait partie de sa vie, imprévisible, mais sacrée. L'Etna rend toujours ce qu'il prend, murmura-t-elle sans détourner le regard. Plus bas, à Milo, la famille Key faisait face à la même décision. Leurs vignes, à peine germées, représentaient toute leur subsistance. Les abandonner, c'était perdre l'année entière. Si nous partons chaque fois qu'elle respire, il ne restera plus rien, déclara Matteo Key, les mains encore couvertes de terre. Mais même lui gardait la radio allumée, écoutant le silence entre les bulletins officiels. Sur la place du village, la confusion grandissait. Certains exigeaient une évacuation immédiate. D'autres prônaient le calme et la résistance. Des rumeurs circulaient. 2 entreprises étrangères auraient demandé des permis pour explorer les nouveaux dépôts, rares, du volcan. Certains y voyaient une opportunité, d'autres, une trahison. La frontière entre la peur et l'espoir devenait chaque jour plus floue. À la fin de la semaine, une seule certitude demeurait. La montagne avait changé, et ceux qui vivaient sous son ombre aussi. Qu'il s'agisse d'un minéral impossible, d'une erreur de laboratoire ou d'un message profond de la Terre elle-même, nul ne le savait encore. Mais cette nuit-là, les satellites détectèrent une nouvelle signature thermique s'étendant à la base sud du volcan. Une lueur géométrique, invisible à l'œil nu, qui se propageait lentement. Commente « Réveille ». Si tu crois que la Terre ne se brise pas, mais se transforme. Nous ne pouvons pas nous permettre une autre évacuation massive, sans preuve irréfutable d'un effondrement imminent du flanc. Mais cette preuve, si elle existait, était ensevelie parmi des données contradictoires, des signaux perdus et le silence de ceux qui craignaient davantage de se tromper que d'agir trop tard. Le contrôle qui, depuis des générations, donnait un sens à la vie sous l'Etna, s'était évanoui. Les habitants, autrefois guidés par la quantité de cendres ou l'intensité des secousses, se fiaient désormais aux rumeurs. Chaque décision, rester, fuir, parler, semblait un pari. Chaque heure, une épreuve de foi, en la montagne, en la science, et les uns envers les autres. À l'intérieur de l'observatoire de l'Etna, la nuit devint interminable. Les écrans affichaient des cartes multicolores, des déformations s'étendant comme des battements vivants. Puis arriva le fichier qui fit taire toutes les voix. Le radar satellitaire du réseau Sentinelle de l'Agence spatiale européenne révélait quelque chose qu'on n'avait jamais vu en 20 ans de surveillance, une inflation asymétrique concentrée sur le flanc sud-est. Les valeurs de déformation ne se contentaient pas de dépasser les seuils d'alerte. Elles les doublaient. Selon le protocole, cela aurait dû déclencher un ordre immédiat d'évacuation. Un silence pesa. Puis quelqu'un murmura « C'est le même schéma qu'en 2002, mais en plus fort ». Les capteurs d'infrasons confirmèrent la crainte. Un signal de basse fréquence, la signature acoustique d'un volcan prêt à rompre. L'indice de risque atteignit son niveau le plus élevé depuis la mise en service du système. Pourtant, le communiqué officiel resta prudent. Vigilance accrue. Aucune mesure immédiate. Le document fut archivé, daté et signé. Quelques heures plus tard, un second rapport arriva de la division atmosphérique de l'ESA. Les images thermiques montraient une ligne chaude traversant le flanc sud-est, exactement là où le radar avait détecté la déformation. Les analystes vérifièrent tout 3 fois. Il n'y avait pas d'erreur. Dans une salle verrouillée, un mémo circula en interne. Seuil dépassé. Asymétrie confirmée. Révision urgente des protocoles d'évacuation recommandés. Usage interne uniquement. Dehors, les véhicules de la protection civile attendaient, moteurs allumés, figés dans l'obscurité. Des ordres qui ne viendraient jamais. Et le village,
ignorant la gravité des données, s'éveilla comme toujours. Les enfants partirent à l'école. Les vignerons inspectèrent leurs ceps. Les touristes prirent des photos devant le nuage incandescent, sans savoir qu'ils se tenaient sur l'une des structures géologiques les plus instables de la planète. Pour l'instant, le volcan gardait le silence. Les archives restaient chiffrées. Et les scientifiques, qui avaient vu les chiffres, ne purent qu'observer, en attendant le prochain battement. En juin 2025, l'Etna expulsa une matière lumineuse jamais identifiée, éclatante, résistante à la chaleur et émettant une faible radiation ultraviolette. 3 laboratoires européens confirmèrent l'anomalie. Aucune correspondance avec un minéral terrestre. Les rapports isotopiques ne s'accordaient avec aucun processus connu du manteau. Pourtant, les communiqués officiels restèrent vagues. Analyse préliminaire en cours. Données en révision. Le reste fut classifié. Les archives géologiques les plus récentes révèlent que la structure interne de l'Etna correspond à celle d'il y a 7200 ans, juste avant un effondrement massif du flanc qui provoqua un tsunami en Méditerranée. La dernière fois que cette forme apparut, la mer engloutit des villages entiers. Peut-être que l'histoire se répète, ou peut-être que la Terre écrit un nouveau langage sous nos pieds. Une seule certitude demeure, l'Etna a changé. Et la ligne entre vigilance et catastrophe n'a jamais été aussi mince. Commente Faille si tu crois qu'il existe des avertissements qu'on n'entend pas, mais qu'on ressent.